Une des raisons pour lesquelles nous consultons un ou une psychologue, c'est bien pour son empathie. C'est même une des caractéristiques indissociables du métier. Eh bien aujourd'hui, c'est vous qui allez tester votre niveau d'empathie avec le sujet du jour. Et accrochez-vous bien, car l'épisode d'aujourd'hui pourrait vous mettre à l'épreuve. Imaginez un instant que vous soyez psychologue. Vous êtes dans votre cabinet et comme à votre habitude, vous enchaînez les consultations. Vous écoutez attentivement les problèmes de vos patients, vous travaillez avec eux sur leurs sources d'angoisse et votre journée de travail arrive presque à sa fin. Oui, j'ai dit presque, car il vous reste encore un dernier patient qui vous attend dans la salle d'attente. Vous vous présentez brièvement, vous l'accueillez à l'intérieur de votre cabinet et l'invitez à prendre place dans ce formidable fauteuil qui permet à tous vos patients de se sentir en sécurité et de libérer la parole. Bref, une journée classique qui est sur le point de se clôturer. Pourtant, il y a une chose qui va changer lors de cette dernière consultation. Une chose qui vous restera longtemps gravée dans votre mémoire. Vous vous rappellerez encore de ces sueurs froides qui ont perlé votre front, de ces frissons qui ont parcouru tout votre corps, et vous entendrez encore les battements de votre cœur au creux de vos oreilles. Vous vous efforcez à ne pas réagir. Après tout, la neutralité, c'est votre métier. Mais ce que vous entendez est énorme. Oui, c'est bien ce que vous pensez. Votre patient vient de vous avouer un crime. Il ou elle vous raconte cet acte horrible commis des années auparavant, et si votre patient vient vous voir, c'est parce qu'il veut soulager sa conscience. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous êtes censé faire dans une situation pareille ? C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans le nouvel épisode d'Angle Mort. Et sans plus attendre, je vous dis à tout de suite, après le générique. Hello tout le monde, bienvenue sur Angle Mort, la chaîne qui a pour mission de vous éclairer sur les affaires criminelles qui vous captivent. Moi c'est Psychopose Zeka et je suis formée en psychologie légale, criminologie et victimologie. Si vous vous êtes déjà posé la question du pourquoi dans le True Crime, alors cette chaîne est faite pour vous. Nietzsche disait, si vous regardez longtemps au fond des abysses, les abysses vont au fond de vous. Alors, prêt à plonger votre regard au fond des abysses ? C'est parti. Cette mise en situation, c'est la hantise de tous les psychologues qui ne sont pas formés ou qui ne pensent ne jamais être confrontés à ce genre de situation dans leur pratique professionnelle. Et pourtant, ça pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Et là, vous vous demandez peut-être ce que nous sommes censés faire en tant que psychologues. Quelle doit être notre attitude face à ce genre d'aveu et quel rôle jouons-nous dans ce duo patient-thérapeute ? Pour répondre à cette question, je vais me baser sur un fait divers qui s'est déroulé en 2012 et qui a été qualifié comme l'une des affaires les plus mystérieuses, en tout cas à l'époque, pour un si petit pays qu'est la Belgique. Allez, pour cette affaire, on part direction Wingene, en région flamande, située à une vingtaine de kilomètres de Bruges, et plus précisément dans le château Carpentier, où vivent Eliane, qui est médecin, son époux Stan, qui est homme d'affaires dans l'immobilier, et leurs 4 petits-enfants qui sont âgés entre 2 et 8 ans au moment des faits. Nous sommes le mardi 31 janvier 2012, en pleine période hivernale, et ce matin-là, Eliane dépose les enfants à l'école avant d'entamer une journée de travail bien chargée en patients malades. Il est environ midi lorsqu'elle décide de rentrer chez elle afin de rejoindre son mari et d'y déjeuner avec lui en tête-à-tête. Et lorsqu'elle ouvre la porte d'entrée, elle est surprise, voire même plus que surprise, de découvrir une mare de sang dans le hall du château et la présence d'une douille d'arme à feu sur le sol. Très vite, les pensées fusent dans sa tête et cèdent rapidement à la panique. Elle décide de chercher après son mari, qui lui était resté à la maison à faire du télétravail. Mais elle ne le trouve pas. Elle décide encore de le contacter sur son téléphone, mais tombe sur sa messagerie. Elle continue quand même à chercher à l'intérieur de la maison, mais au bout d'un certain temps, elle se rend à l'évidence, Stan a disparu. Elle décide d'abord de prévenir sa famille proche, dont son père et sa belle-mère, et d'alerter ensuite la police. Allô ? Mon mari a disparu. Il y a des traces de sang dans le hall de notre demeure. Lorsque la police arrive sur les lieux, ils découvrent également la même scène, c'est-à-dire une douille au sol, ainsi que la présence d'une grosse flaque de sang. Très rapidement, la police fédérale se charge de l'enquête et se rend alors à Wingene, chez le couple. Là, rien n'est laissé au hasard. Les enquêteurs fouillent le château de fond en comble et ils chercheront après Stan pendant plusieurs jours. Le parquet décide même d'employer les grands moyens, ce qui veut dire chien pisteur, hélicoptère avec caméra infrarouge, les grosses fouilles à l'intérieur du château mais aussi à l'extérieur et autour de la propriété et même des plongeurs pour inspecter l'étang qui se trouve sur le terrain. Mais rien, Stan reste introuvable. Pendant tout ce remue-ménage pour chercher après le disparu, la police interroge Eliane et celle-ci confie aux enquêteurs que son couple a connu des moments difficiles, mais que cela s'était amélioré et qu'en plus de ça, ils étaient censés partir dans 3 jours pour 2 semaines de vacances en Australie.
La mère de Stan, qui était aussi sur les lieux après l'appel de sa belle-fille, donne d'autres informations sur le couple aux enquêteurs et elle leur confie que Stan a été apparemment menacé de mort quelques mois plus tôt par un certain Alain. Et Alain n'est nul autre que son beau-père. Et l'origine de cette menace de mort, c'est justement ce voyage en Australie. Mais ce que la mère de Stan ne dit pas, en tout cas pas tout de suite, c'est que son fils avait l'intention d'emménager définitivement en Australie et d'y emmener sa famille, ce qui justement aurait déplu à son beau-père, qui lui avait d'autres projets pour sa fille, c'est-à-dire la succession de son cabinet médical et la reprise de sa patientèle. De plus, Alain, donc le beau-père, ne voulait surtout pas que son gendre emmène ses petits-enfants dans un autre pays et risquait ainsi de ne plus les voir. Ok, donc on comprend assez vite que les deux familles ne s'entendent pas très bien, mais je vais continuer le récit et vous allez comprendre les raisons de ce conflit familial. Après la découverte de la scène de crime, la police effectue une reconstitution plausible et là, deux hypothèses sont retenues par le parquet. La première, c'est l'assassinat et la deuxième, c'est la disparition volontaire maquillée en meurtre et le sang retrouvé serait peut-être celui d'un animal. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez à ce stade, mais la piste de la disparition est fondée sur une supposition de problèmes financiers qui aurait poussé Stan à orchestrer sa propre disparition. Je n'ai pas lu d'informations concernant des problèmes d'argent, mais pourquoi pas, on pourrait peut-être découvrir des zones d'ombre dans le passé de Stan. En parlant de scènes de crime, justement, les équipes de la police scientifique effectuent leurs propres recherches et récoltent toute trace intéressante qui pourrait être analysée et retenue comme potentielle pièce à conviction. En attendant, Alain, donc je rappelle qui est le beau-père, est interpellé le jour même de la découverte de la scène et est emmené aussi au poste de police afin d'y être interrogé. Au cours de l'interrogatoire, la police apprendra que Alain possède une arme à feu et la confisquera à des fins d'analyse. Et après une nuit entière passée au commissariat, Alain est relâché, faute de preuves, malgré les soupçons qui pèsent contre lui pour le moment. 3 jours plus tard, et je rappelle que pendant ce temps, on cherche encore après Stan, les premiers résultats du labo sont disponibles et voici ce que l'on apprend. Le sang découvert dans le hall d'entrée n'appartient pas à un animal, mais bien à celui du père de famille. La piste de la disparition tombe donc à l'eau, et au mieux, Stan est blessé et séquestré quelque part, ou au pire, il est décédé et le corps a été enlevé. Du coup, les enquêteurs privilégient la seconde option, étant donné la quantité de sang importante qui a été retrouvée dans le hall d'entrée. Par ailleurs, le médecin légiste a ajouté dans son rapport qu'il a détecté sur la scène de crime une légère traînée de sang à partir du hall d'entrée et qu'il a retrouvé des traces de sang sur les escaliers, comme si la victime avait été transportée par un véhicule. Par contre, la douille retrouvée sur les lieux ne correspond pas à l'arme d'Alain. Et là, ça laisse supposer quoi? Des complices. Maintenant que l'on est sûr que Stan est bien la victime de cette affaire, la police fédérale fait appel à la police locale afin de renforcer leurs recherches. Mais rien à faire, Stan reste toujours introuvable. Jusqu'à ce que, 2 semaines plus tard, soit le 17 février 2012, le corps de Stan est retrouvé dans les bois de Maria Alter, soit à 3,5 km du château, ce qui correspond plus ou moins à 5 minutes en voiture. Apparemment, la police aurait déjà effectué des fouilles dans ces environs, mais pas de manière approfondie, en tout cas pas la première fois. Et il faut dire que les conditions météorologiques n'aidaient pas les enquêteurs à l'époque. Le responsable de la cellule des personnes disparues a même expliqué que le froid et le gel avaient grandement limité leurs recherches et qu'ils devaient attendre le dégel afin de continuer leurs fouilles. Autre fait important, si le corps n'a pas été retrouvé facilement, c'est justement parce qu'il n'était pas exposé, ce qui veut dire que le corps de Stan a été enfoui, a été caché dans un puits ou dans un grand trou qui a été creusé. Là, les informations divergent d'un article à l'autre, mais en tout cas, les auteurs ne voulaient pas que Stan soit retrouvé si rapidement. Et lorsque le corps a été extirpé du trou ou du puits, les enquêteurs ne pouvaient pas passer à côté de l'état dans lequel se trouvait la victime. D'après le rapport d'autopsie effectué sur Stan, celui-ci révèle que la victime a d'abord reçu des coups avant d'être abattue par un arme à feu. La balle qui a été tirée aurait touché Stan au niveau de l'omoplate droite, ce qui aurait atteint aussi les poumons et l'estomac, et ce qui voudrait dire qu'il a perdu beaucoup de sang et qu'il en a avalé. Le médecin légiste a encore ajouté que Stan a dû s'asphyxier avec son propre sang et que sa mort a été cruelle, lente et douloureuse. L'expert en balistique, lui, suppose que la victime se trouvait au sol lorsqu'elle a été touchée par le projectile et que les traces de coups visibles sur le visage de Stan témoignent que celui-ci a été projeté avec violence par terre et qu'il a sans doute été frappé par un objet. Mais ce n'est pas fini. Les experts supposent encore qu'après avoir jeté le corps de Stan dans ce puits ou dans ce trou, les auteurs de crimes lui auraient tiré encore une deuxième fois, vraisemblablement parce qu'il donnait peut-être des signes de vie, et encore qu'ils ont tenté de faire disparaître son corps en lui déversant un mélange d'acide.
Et je vous ai dit que le corps de Stan a été retrouvé dans un bois, pas très loin de son domicile. Et en se demandant qui aurait pu bien déposer le corps à cet endroit, la police découvre un chalet tout près de ce bois. Et en faisant des recherches un peu plus poussées, la police découvre 2 informations importantes sur le propriétaire de ce chalet. La première info, c'est que le propriétaire nommé Sven est bien connu des services de police. Et en effet, cet homme de 67 ans a déjà été condamné plusieurs fois pour de nombreux délits, dont pour trafic de drogue. Et la deuxième information qui est encore plus intéressante, et là accrochez-vous, c'est qu'ils apprennent que Sven était l'un des patients du docteur Alain et qu'apparemment ils seraient devenus amis. Là, le filet se resserre de plus en plus. Donc, sans perdre de temps, Sven est interpellé et au cours de l'interrogatoire, Sven accuse le médecin d'être le commanditaire du meurtre de Stan et qu'il lui aurait donné l'instruction de se débarrasser de lui. Et c'est suite à cette demande que Sven a lui-même contacté 2 connaissances à lui pour mener à bien cette mission, et ces 2 connaissances sont en fait des tueurs à gages. Cette version des faits colle du coup avec les résultats médico-légaux retrouvés sur la scène de crime, et ce que je vous ai pas dit, c'est que les experts ont trouvé d'autres traces d'ADN et qui sont sûrs maintenant qu'il y avait 2 autres personnes impliquées pour ce crime. Alors, je ne sais pas de quelles traces ADN on fait référence ici. C'est vrai que dans les articles que j'ai lus, ce n'était pas précisé. Je ne sais pas non plus s'ils ont retrouvé des traces digitales. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que lorsque la police compare leurs récoltes sur la scène de crime avec leur base de données, eh bien, ça match. Et la première personne à être identifiée s'appelle Ruben. Il s'agit d'un homme d'un certain âge, mais connu comme homme de main d'organisations criminelles liées à la drogue. Malheureusement, Ruben n'a pas pu être interrogé parce qu'il est décédé d'un cancer plus ou moins 3 mois après le crime. Par contre, c'est sa famille qui sera interrogée et elle explique aux policiers que cet homme a toujours été un toxicomane, constamment fauché, mais que bizarrement, il aurait reçu un certain pactole, une certaine somme d'argent, peu avant sa mort. La deuxième personne à être identifiée n'est autre que le neveu de Ruben, qui s'appelle Paul, et lui aussi a un passé de délinquance, et justement, au moment des faits, au moment de cette découverte, Paul est condamné aux Pays-Bas pour vol. Il est alors transféré en détention en Belgique afin d'y être interrogé sur la mort de Stan. Alors vous imaginez bien qu'à ce stade, le beau-père, donc Alain, est lui aussi arrêté pour avoir commandité le meurtre de son gendre. Et Alain, c'est pas qu'il nie les choses, mais en tout cas il se tait. Et évidemment, Sven sera aussi incarcéré pour avoir été l'intermédiaire entre Alain et les tueurs à gages. Paul se défend en expliquant qu'en janvier 2012, il accompagnait bien son oncle en direction du château ce jour-là. Il ajoute aussi que son oncle était en phase terminale d'un cancer et qu'il pensait que celui-ci allait rendre visite simplement à un ami. Donc en fait, Paul dit qu'il ne savait pas ce qui était planifié et qu'il attendait justement à l'extérieur du château, près de la voiture, et que c'est quand il a entendu un coup de feu à l'intérieur de la maison qu'il a compris ce qui s'était passé. Et vu l'état de santé dans lequel son oncle se trouvait, parce que j'imagine que quand on a un cancer en phase terminale, on n'a plus vraiment trop d'énergie ou de force physique, quoique là, avec ce qui s'était passé, on a des doutes, il s'est senti obligé d'aider son oncle à transporter les corps dans les bois, où se trouve justement le chalet de Sven. Et c'est là qu'apparemment son oncle lui aurait confié que l'homme qu'il venait de tuer méritait de mourir. Et je sais que vous n'avez que ça en tête. Quel a été le mobile de cet assassinat? Et vous allez enfin découvrir qui se cachait derrière le masque de ce jeune agent immobilier. Et finalement, la révélation, l'aveu viendra en fait du beau-père, donc de Alain, qui craque après quelques années en détention. La raison pour laquelle Alain a menacé son gendre et qu'il était totalement contre pour ce voyage en Australie, c'est parce qu'il y a un lourd secret d'inceste sur cette famille. Stan est accusé d'abus sur ses enfants âgés entre 2 et 8 ans au moment des faits, donc au moment où cette affaire éclate, et cette accusation vient de son épouse. En fait, je ne sais pas comment Hélène a été mise au courant de ces abus, mais j'imagine peut-être que ce sont les enfants qui en ont parlé à leur mère. En tout cas, j'espère que ce n'est pas elle qui a découvert la chose. Et on comprend que c'est démuni que Eliane en parle à son père, qui lui a réagi comme on le sait maintenant. D'après ce que j'ai lu, Eliane a essayé d'aider et de comprendre ce qui a poussé son mari à commettre ce genre d'acte, car d'un côté, elle aime son mari, et de l'autre, elle ne peut pas supporter ce qui s'est passé. C'est une position extrêmement difficile pour Eliane, et si un jour vous avez l'occasion de travailler avec des familles impliquées dans des cas comme celui-ci, vous allez voir que c'est un challenge de tous les côtés. Nous qui sommes en dehors de ce contexte, c'est facile de porter un jugement, mais il y a tout un processus psychologique impliqué dans l'esprit des parents qui découvrent ce genre de secret, et on sait que personne ne réagit de la même manière, et vous allez voir, c'est un sujet qui est très délicat à aborder, mais bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais peut-être en parler dans un prochain épisode.
Vous connaissez maintenant le mobile de cette affaire, mais l'histoire n'est pas finie pour autant. Après ces révélations, Alain a déclaré aux enquêteurs qu'au début, il voulait juste faire peur à son gendre, qu'il voulait juste lui donner une leçon, mais que ce dernier ne voulait rien entendre et qu'il avait bien l'intention de déménager en Australie, et que c'est au bout du rouleau qu'il a décidé de rentrer en contact avec l'une de ses connaissances que l'on sait, Sven. Et c'est ainsi qu'en mai 2019, le médecin a été une dernière fois jugé et condamné à 21 ans de prison par la cour d'appel de Gand. Attendez. Là, je sais ce que vous vous dites. C'est quoi le rapport avec le sujet du jour? Eh bien justement, j'y arrive. La dernière petite anecdote pour la fin. Je vous ai dit en tout début d'épisode qu'Eliane avait avoué aux enquêteurs que son couple avec Stan avait connu certaines difficultés. Eh bien, il faut savoir que Eliane avait déjà entamé un suivi psychologique pour ce problème de couple dans un premier temps, mais ensuite pour ce secret de famille qui a été révélé. Et lorsque Alain a lui aussi été mis au courant des événements, il a exigé de Stan qu'il soit suivi psychologiquement afin de se faire soigner. Et c'est ainsi que Stan a atterri dans le cabinet du psychologue de sa femme, où justement il avoue son crime. Oui, parce que je rappelle qu'un abus sur mineur, et là il y en a eu plusieurs, ça reste un crime. C'est pas un délit, c'est un crime. Bon, je sais pas si vous avez déjà entamé un suivi psychologique, mais le secret professionnel chez les psychologues résonne comme une évidence. Et le but de ce secret est multiple. Il permet de préserver la confiance entre le patient et le thérapeute, mais aussi la confiance envers la profession en elle-même, et aussi de protéger l'intérêt du public. Et vous savez, la psychologie est régie par un code de déontologie qui nous livre tout un tas d'articles sur le sujet. Mais il y a des moments dans notre profession où le secret professionnel est mis à mal. Et parmi ces moments, parmi l'un d'entre eux, se trouve justement l'aveu d'un crime ou d'un délit punissable pénalement. Ce que vous devez savoir, c'est qu'au moment où notre patient nous avoue avoir commis un acte qui est répréhensible par la loi pénale, deux choix s'offrent à nous. Se taire ou alors divulguer les informations aux autorités compétentes. Le choix est vite fait, me direz-vous. Eh bien justement, retournons à notre fait divers et voyons voir ce que le psychologue a choisi de faire et voyons voir ce qui s'est passé par la suite. Donc Stan s'est présenté occasionnellement au cabinet de ce psychologue qui a aussi rédigé apparemment un rapport et je pense que c'était à la demande du médecin, donc du beau-père, et ce rapport était bien salé. Les conclusions sur Stan sont apparemment très négatives et le psychologue aurait aussi insisté sur sa personnalité antisociale. D'ailleurs, le jour où l'affaire éclate, le psychologue sera appelé aussi au procès afin d'être entendu par le juge. Et vous savez ce qui s'est passé? Bon, à ce stade, je rappelle qu'au procès, le psychologue est entendu justement par rapport à cette histoire d'inceste sur les enfants, mais aussi par rapport aux consultations qu'il a eues avec la victime. Eh bien, le psychologue a été jugé d'une peine de prison de 1 mois, avec sursis quand même, et de 600 € d'amende pour violation du secret professionnel. En fait, le lendemain où le juge a entendu le psychologue, les parents de Stan ont porté plainte contre lui car ce dernier a du coup dévoilé certaines informations importantes concernant le couple, mais aussi concernant ce qui s'est passé, et là je parle bien d'inceste. Et de son côté, le psychologue a pensé que comme les séances avec Stan n'étaient pas régulières, celui-ci n'était pas considéré comme son patient et il a jugé acceptable de partager ses conclusions avec le médecin de famille, donc son beau-père, par rapport au couple et par rapport à cette histoire d'inceste dans le cadre du secret partagé. Parce que oui, je rappelle que même les médecins sont soumis au secret professionnel. Mais ça, vous le savez déjà. Mais le problème, c'est que Alain et son avocat ont utilisé ces rapports pour plaider en faveur du médecin. Et là, le tribunal a donné raison aux parents de Stan, qui a considéré les avis du psychologue plutôt comme un témoignage que comme un certificat ou comme des hypothèses diagnostiques. Et donc, toujours selon le tribunal, il était incontestable que Stan était le patient du psychologue et qu'il était donc soumis au secret professionnel et qu'il n'avait pas à partager ses avis avec le médecin qui était en plus le beau-père de famille, même dans le cadre du secret partagé. Je ne vous vois pas à travers l'écran, mais je peux imaginer vos réactions. Donc finalement, le choix n'est pas si vite fait que ça, puisque dans notre profession, la divulgation du secret professionnel est punissable par la loi. Mais bon, alors si un jour un patient nous avoue avoir tué quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il nous avoue un crime. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Eh bien, sachez que de manière générale, les psychologues ont une seule règle à suivre. Et cette règle, c'est se taire. Alors, je suis consciente que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'indignation. Croyez-moi, je le sais, j'en ai fait des frais et je vous comprends. Donc, se taire, oui, ok, mais là, il y a encore une autre question qu'on peut se poser. Jusque où peut aller le secret professionnel?
Alors, pour répondre à cette question, je vous ai fait un petit résumé qui rassemble les explications du code pénal et aussi du code de déontologie. Mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver certains liens. Je vais ajouter des liens dans la barre de description. Déjà, le code de déontologie dit, et là je vous demande de prêter attention aux mots parce qu'elles ont leur importance. Si le patient vient vous voir et qu'il avoue avoir commis un acte criminel dans le passé, donc ce qui signifie que c'est un acte isolé et qui n'a pas de chance de se reproduire à nouveau, alors le psychologue est soumis au secret professionnel et ne doit pas révéler. Par contre, s'il existe un risque grave, imminent et certain pour une personne adulte, ou si l'acte criminel est commis ou sur le point d'être commis sur un mineur ou une personne vulnérable, c'est-à-dire une personne âgée, une personne avec des besoins spécifiques ou toute autre personne qui n'est pas en mesure de se protéger seule, et que le psychologue n'est pas en mesure, seul ou avec l'aide d'une tierce personne, de protéger l'intérêt physique et psychologique de la future victime, il peut lever le secret professionnel. Ça, c'est pour le code de déontologie. Et de l'autre côté, on a le code pénal qui explique que les psychologues sont, comme tout bon citoyen, soumis à la loi pénale et qui sont donc dans l'obligation de venir en secours à une personne dans une situation de danger sous peine d'être jugée pénalement. Bon, alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation dans laquelle nous, on est, mais on a deux lois qui se contrechoquent un petit peu et on doit se débrouiller avec. Mais bon, le code pénal nuance un peu les choses et confirme ce qui est dit dans le code de déontologie, c'est-à-dire que les thérapeutes, donc les psychologues, sont soumis au secret professionnel et que celui-ci est permanent, c'est-à-dire que tant que le travail thérapeutique avec le patient n'est pas terminé, et même s'il est terminé, le secret professionnel doit être gardé. Donc, durant votre thérapie, et même si vous arrêtez la thérapie par vous-même ou si le travail en lui-même a été terminé, le secret professionnel est toujours présent. Une dernière petite chose par rapport au code pénal, il y a encore certaines exceptions quant à la levée du secret professionnel, mais là encore, le code pénal ne l'oblige pas, il l'autorise. Je sais que ces lois peuvent porter à confusion, mais c'est important pour nous d'insister là-dessus, car notre position et les répercussions qui peuvent en découler par la suite sont plus ou moins graves. Ici, vous comprenez bien que la responsabilité du psychologue est mise en avant et elle est aussi importante. Et de toute façon, dites-vous bien que quelle que soit la solution que vous prenez, que vous décidiez de vous taire ou de divulguer les informations, cela pourra vous être reproché par la suite. Alors oui, le code de déontologie vous protège d'une certaine manière avec les exceptions, avec les articles que je vous ai cités tout à l'heure, mais là encore une fois, accrochez-vous parce qu'il va falloir bien argumenter votre choix. Et vous savez ce que l'on dit, entre la théorie et la pratique, c'est pas toujours si simple. Et là encore, vous avez le droit d'être en désaccord avec ce que je viens de dire, le droit d'être en désaccord avec les lois, mais là, il faut que vous compreniez bien aussi l'envers du décor, surtout avant de nous incendier, parce que c'est aussi une réalité de notre profession, de notre pratique professionnelle, mais aussi dans le champ légal. Bienvenue sur le terrain. Cette polémique autour de la responsabilité des psychologues ou même des médecins, elle revient de temps en temps dans l'actualité, et je suis sûre que vous avez déjà rencontré, vous êtes déjà tombé sur des articles ou des informations sur Internet concernant des psychologues qui ont justement violé le secret professionnel alors que c'était nécessaire et qui ont été jugés par la suite, ou d'autres professionnels qui ne l'ont pas fait et qui a eu des répercussions assez graves par la suite et qui du coup ont été jugés pour manquement à leur profession. Alors, psychologue, un métier facile et safe? Oui, dans la majorité des cas, et heureusement d'ailleurs, mais l'histoire nous montrera que ce n'a pas toujours été le cas. Et là, je voudrais prendre quelques minutes pour rendre hommage à tous ces professionnels qui travaillent dans le champ de la santé mentale, que ce soit les psychiatres, psychologues, mais aussi les infirmiers, les assistants sociaux, les éducateurs, les secrétaires, et je pense au-delà de ça, dans les milieux de la prison, comme les gardiens de prison, et tous ces professionnels qui travaillent dans un environnement fermé et dans un environnement aussi complexe qu'est la psychiatrie. J'ai vraiment une pensée pour vous, car de mon point de vue, c'est de plus en plus difficile d'exercer dans l'un de ces milieux, mais aussi d'y vivre temporairement, et là, je pense aux patients. Et pourtant, c'est tellement intéressant, enrichissant et même gratifiant de pouvoir venir en aide à toutes ces personnes qui souffrent, qui sont en situation de détresse émotionnelle, et c'est le but de notre profession, ou en tout cas, on essaye de les aider. Bon, évidemment, ne voyez pas là une généralisation, ce que je viens de dire, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Et pour conclure, je tiens à rendre un dernier hommage à toutes ces personnes qui, au cours de leur pratique, ont été confrontées à leur conscience professionnelle et qui, malgré les actions prises pour sauver des vies, ont dû y laisser les leurs. Et là, je suis sûre que vous avez déjà vu des articles, des informations circuler sur Internet à propos de psychologues, de médecins, et même récemment, j'ai entendu dire d'une avocate qui sont malheureusement décédées dans le cadre de leur travail.
Mes pensées vont naturellement aussi aux familles des victimes qui ont été privées de leurs proches assez brutalement et pour qui la vie ne sera plus jamais pareille. Bon, je vais quand même terminer cet épisode sur une note positive en vous disant de ne pas avoir peur d'exercer ce métier. Ce que je viens d'expliquer aujourd'hui, c'est vraiment une petite partie de la réalité du terrain de psychologue, mais dans la globalité, dans la majorité des cas, ça se passe très bien. Personnellement, je n'ai jamais vécu de mauvaises expériences et j'espère que ce sera aussi le cas pour tous ces jeunes psychologues qui vont entrer dans le monde du travail, mais aussi pour tous mes collègues, tous mes confrères et toutes mes consoeurs. Et c'est ainsi que s'achève l'épisode du jour. Si le sujet vous a intéressé et que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors c'est que ma mission a été remplie et qu'il est temps pour nous de se dire au revoir. Et oui les amis, je sais que le temps passe très vite lorsqu'on est passionné, mais ne vous en faites pas, on se revoit très vite dans un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas d'extraire votre regard du fond des abysses. C'était Psychopos DK. Ciao!